Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la Radio Publique Africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 19 mars 2025. Tout de suite, les titres. Les enseignants et les parents des élèves dénoncent la politisation des milieux scolaires en commune de Matongo. Nous sommes en province de Kayanza, un phénomène que nos sources révèlent qui se manifeste depuis le début de l'année scolaire en cours. Et puis, il se manifeste un dysfonctionnement du matériel de sonorisation à l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura et des sources demandent que ce problème soit vite résolu pour permettre aux passagers de bien voyager. Enfin, nous allons vous proposer le mini-magazine au cœur de la société. Celui d'aujourd'hui revient sur les préparatifs des prochaines élections qui actuellement présentent certaines lacunes. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Au bonsoir, démarrons ce journal par la page politique. Certains enseignants et parents des élèves des écoles situées en commune de Matongo dénoncent le phénomène de politisation des milieux scolaires fait par les directeurs des écoles. Des informations en provenance des enseignants révèlent que depuis le début de cette année scolaire en cours, ils assistent certaines fois à l'arrêt des cours dans certaines écoles pour donner place aux enseignements de l'idéologie du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Les détails avec Walter Quizera. Il dénonce le comportement des directeurs des écoles qui politisent les milieux scolaires. Il s'agit des enseignants et des parents des élèves des écoles situées en commune de Matongo. Ceux qui se sont confiés à la RPA font savoir que ce phénomène a commencé à se manifester au niveau de certaines écoles depuis le début de l'année scolaire en cours. Ils indiquent qu'ils assistent à l'arrêt des activités scolaires pour donner place aux enseignements liés à l'idéologie du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Cela s'est passé au cours de la semaine dernière, témoigne cet enseignant qui nous parle également du contenu des enseignements donnés. Ils réunissent les enfants, commencent à leur dire les termes différents slogans du parti CNDD-FDD, dont Hakukugumna, Charatuvunye, Shirira, Babura, et autres mots qui font honte pour ceux qui les entendent. En plus, ils disent cela aux enfants qui n'ont pas encore l'âge de voter. Nos sources trouvent que l'éducation des enfants n'est plus prioritaire. Ils ne se soucient de rien à propos de l'éducation des enfants. Demandons que l'école ne doit pas être un milieu politique, surtout que les élèves ont des parents différents et proviennent également d'endroits différents. Demain, ils vont commencer à s'aimer des propos ethniques car tout commence petit à petit. Les parents des élèves et les enseignants tous demandent que les milieux scolaires soient considérés comme apolitiques afin de bien éduquer les enfants. La rédaction de la RPA a téléphoné le directeur communal de l'éducation à Matongo, Gilbert Yumeko, pour qu'il réagisse aux indignations des parents et des enseignants, mais il nous a répondu qu'il n'était pas au courant de ce phénomène et promis de suivre de près. Nous avons également tenté de joindre par téléphone Alice Nsabiyumva qui dirige la commune de Matongo, mais en vain. Et le silence des autorités du pays face aux multiples cas d'empoisonnement au Burundi prouve la responsabilité du régime en place. Le journaliste Bob Rugurika révèle que même si les Burundais vivent dans la peur règne aussi dans la sphère des dirigeants du pays. Ils sont au stade de se munir de leur repas lors des réunions avec le chef d'État. Suivez le journaliste Bob Rugurika. Actuellement, tout le monde parle des pratiques d'empoisonnement devenues monnaie courante au Burundi. Il y a plusieurs sources qui confirment que des files de personnes s'observent régulièrement chez différentes adresses où des individus les intoxiquent des patients souffrant des signes d'empoisonnement. On dit également que ce business est devenu même trop lucratif au Burundi. Et pourtant, ce phénomène est totalement absent dans le discours officiel des autorités burundaises, sauf quelques-unes, dont le président Ndayishimiye, qui en parle pendant des heures de vérité après avoir arrosé quelques bières.
Alors, le silence de l'autorité sur ce sujet est plus que révélateur pour moi sur la responsabilité de certains dans ce fléau qui décime des vies des innocents. Vous le savez déjà, il y a eu des personnalités publiques décédées suite à des empoisonnements. Les principaux cas cités sont celui, par exemple, de l'ancien président Pierre Nkurunziza, l'ancien directeur général de la police, le général Godefroid Bizimana, et très récemment, l'actuel secrétaire général du parti au pouvoir, Révérien Ndikuriye, dont d'ailleurs la santé vacille toujours. Ces empoisonnements qui emportent des vies des innocents créent également malheureusement la panique chez les dirigeants du CNDD-FDD. Imaginez par exemple, nous avons des informations que lors de la plupart de leurs réunions aujourd'hui, les caciques du régime ne sont plus à mesure de partager un repas. Comme des minables, chacun se déplace avec sa boîte à tartines et mange dans leur véhicule ou souvent même dans des chambres d'hôtel quand il s'agit de longs déplacements. Ceci montre que personne n'a confiance en personne au sein du pouvoir. Mais malheureusement, il y a un autre phénomène qui est très très bizarre et vraiment très dangereux. On m'a rapporté par exemple que récemment, une femme vendeuse ambulante a couru derrière un client qui venait de lui laisser un pourboire pour l'interdire de consommer le produit qu'elle venait pourtant de lui vendre. À sa grande surprise, l'acheteur a été signifié que le produit en soi était empoisonné et que cette vendeuse, malheureusement, ne faisait qu'exécuter. Et qu'il y en a même qui sont rémunérés pour avoir empoisonné des gens. Là, vous comprenez que le Burundi se trouve vraiment au fond de l'abîme. L'usage du poison est une politique du CNDD-FDD. Des sources dignes de foi au sein de son parti au pouvoir précisent que le poison a été choisi comme arme de répression des opposants par le parti CNDD-FDD au début de la crise de 2015 pour dissimuler la responsabilité du pouvoir en place dans les crimes qui étaient commis en grand nombre au pays. Certaines quantités de poison ont été conservées à la permanence nationale du parti CNDD-FDD, d'autres dans les bureaux du service national de renseignement. Encore une fois, on écoute Bob Rugurika. Malheureusement, la plupart de ces cas d'empoisonnement ont un caractère politique, puisque le régime tyrannique du CNDD-FDD est également responsable de l'introduction de ces poisons à l'intérieur du pays. Plusieurs sources nous l'ont dit. Et l'information m'a été personnellement confirmée par un des décideurs du régime qui s'y était opposé sans succès. La source m'a dit que tout au début de la crise de 2015, suite à plusieurs condamnations et sanctions internationales, le cercle restreint des décideurs du CNDD-FDD s'est réuni à l'intérieur de la permanence du parti au pouvoir situé à Kigobe et avait décidé l'introduction du poison pour l'élimination des voix critiques sans plus faire recours aux armes, qui selon le régime apportaient plus de soupçons au régime. Alors pour eux, le poison devrait éliminer les cibles sans que le régime en soit tenu responsable. Alors d'après ma source, certains participants à la réunion s'y sont opposés, arguant qu'une fois entrés dans le pays, il serait difficile de contrôler qui utiliserait ce poisson et contre qui. Malheureusement, la source dit que la majorité aurait décidé pour l'introduction de ce poison. Des quantités énormes étaient conservées à la permanence du parti CNDD-FDD à Kigobe même. D'autres quantités avaient été placées à l'intérieur du service national des renseignements où ils ont toujours administré des poisons à certaines victimes. Ici, notre source nous a révélé que chez la plupart, par exemple, des personnes empoisonnées, la mort peut intervenir rapidement ou lentement en raison de la quantité ou la catégorie des poisons utilisés. Et dans la plupart des cas, il semblerait que les victimes meurent des symptômes semblables au cancer de foie, de pancréas et autres. D'autres présentent des symptômes liés aux maladies respiratoires et il y en a d'autres qui meurent avec des symptômes de maladies cardiaques. La source précise qu'il existe beaucoup de cas de Burundais même de l'intérieur du pays, tout comme ceux de l'extérieur, qui sont vraiment décédés après être empoisonnés sur demande de l'une ou l'autre autorité burundaise. C'est vrai que c'est triste, mais là je dois dire qu'il sera aussi très facile de traquer le moment venu les responsables de ces actes, puisque l'information est déjà là. Dans nos éditions de demain, vous suivrez des experts de santé qui expliquent comment cette question des poisons devrait être traitée par des instances du pays, surtout celles en charge de la santé de la population. Et le président de la République du Burundi a reçu en audience ce mardi 18 mars 2025 une délégation de l'Union européenne conduite par Johan Bogstam, représentant spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs. Au cours de leur entrevue, la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo a
a été abordé. Sébastien Naongendera, porte-parole adjoint du président Évariste Ndayishimiye, a fait savoir que les deux parties ont promis de travailler ensemble afin de trouver la solution à cette crise. Je propose d'écouter Sébastien Naongendera, il est le porte-parole adjoint du président de la République du Burundi. En premier lieu, M. Borgestam a apprécié le sujet sur lequel ils ont débattu et la façon dont ils ont échangé en liberté et en toute sécurité. Il lui a raconté tout ce qui pouvait lui faire comprendre ce dont il ne pouvait pas bien concevoir avant d'atteindre cette région et le voir de ses propres yeux. Parmi les présentations, cette délégation a pu exhiber le point de vue de l'Union européenne sur les problèmes de la région. Ils ont également exposé les efforts engagés par cette Union européenne dans la région, surtout en rapport avec ce qui se passe à l'est du pays voisin, la République démocratique du Congo. Ils ont alors présenté les efforts consentis à travers des réunions et même d'autres décisions prises sur ce qui est en train d'être réalisé. Il a dit qu'ils ont un autre département dans lequel ils vont travailler pour venir en aide à ces personnes victimes de cette crise en RDC, surtout les réfugiés. C'est dans cette optique qu'ils vont effectuer une descente demain à Chibitoke pour s'enquérir des conditions de vie de ces demandeurs d'asile victimes de la crise de la région et les soutenir par des assistances. Son Excellence, le président de la République du Burundi, lui a parlé à son tour des concentrations du Burundi sur la crise qui secoue au pays voisin et a proposé ce qui peut être fait par le Burundi, les partis en conflit et même par l'Union européenne, ce qu'ils peuvent faire ensemble pour trouver la solution à ces problèmes qui hantent le pays voisin. Signalons que l'Union européenne a alloué une somme de 200 000 € d'aide humanitaire d'urgence pour soutenir les demandeurs d'asile congolais se trouvant au Burundi. Ce financement vise à fournir une assistance vitale à ces réfugiés sur une période de 4 mois. Et faire la politique en tant que femme n'est pas du tout chose facile, mais c'est possible quand on a ce désir d'apporter un changement dans son pays. Propos de l'une des femmes burundaises qui fait de la politique, c'est dans le cadre de nos séries de reportages qui reviennent sur la résilience des femmes burundaises qui se sont levées pour agir dans différents domaines de la vie du pays, qu'elles soient au pays ou en exil. Piloteni Nizigiye, membre du parti MSD, dit que même si elle a été arrêtée et torturée, elle n'a pas abandonné de faire la politique. Je vous propose de l'écouter. Jewe ninjiye muri politike mu 2008 novuga ko ninjiye kubera ibishobisho by'ibintu byariko biraba. Moi, je suis entrée dans la politique en 2008 suite aux fortes émotions que je ressentais à cette époque. Le parti CNDD-FDD est allé au pouvoir en 2005 en s'étant revêtu de la peau de brebis et après une année, ce parti politique a commencé à emprisonner les gens injustement sous de fausses accusations et d'autres personnes ont été tuées. J'aimais suivre les émissions de la radio RPA et j'entendais combien elle démantelait les mensonges de ce pouvoir et cela m'a poussé à entrer dans la politique. Ce que j'ai vraiment aimé car je faisais la politique avec tout mon cœur. Cependant, les obstacles ne peuvent pas manquer et j'en ai rencontré plusieurs. Depuis 2010, j'ai été élu membre du conseil communal et j'ai été persécuté. Les menaces ont cessé quand l'administrateur communal a été élu. Il y a beaucoup d'obstacles car il peut y avoir des désaccords entre les politiciens eux-mêmes. Et en 2015, j'ai été emprisonné quand les camps militaires ont été attaqués et j'ai été relâché. Par après, en avril 2016, j'ai encore été arrêté et détenu au cachot de la documentation. Par la suite, j'ai fui le pays et jusqu'aujourd'hui, je suis en exil. Ce qui m'a poussé à continuer de travailler, c'est que je n'ai pas voulu rendre nuls tous les efforts que j'avais fournis auparavant pour arriver à mon but et cela m'a redonné la force de continuer à travailler. Ce que je conseille aux autres femmes, c'est que chaque femme et chaque fille se lève car nous sommes les plus nombreux dans le pays afin de servir et lutter pour le bien de notre pays, car personne d'autre ne pourra le faire à notre place. Le CNDD-FDD ne nous donnera pas le pays sur un plateau, c'est à nous de s'en approprier. C'est vrai, nous avons rencontré beaucoup d'obstacles, mais nous sommes encore vivants et nous avons des personnes qui nous sont chères, qui sont restées au pays, n'ayant pas eu la chance de fuir le pays. C'est cela qui me pousse jusqu'à présent à continuer la lutte et j'ai toujours du zèle.
Poursuivant ce journal par la page gouvernance, grogne chez certains passagers qui passent par l'aéroport international Melchior Ndadaye, situé en mairie de Bujumbura, suite au dysfonctionnement des haut-parleurs à travers lesquels passent les appels d'embarquement qui se remarquent ces derniers jours. Ces passagers déplorent le fait que ce dysfonctionnement perturbe leur voyage. David Claude Mananayo nous en dit plus. Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. Les habitués des voyages aériens sont familiers avec les annonces d'embarquement diffusées dans les aéroports du monde entier. Ces annonces ont pour but de guider les passagers et de les informer sur l'heure de départ des vols ainsi que sur l'itinéraire à suivre. Cependant, la situation est différente à l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura où un dysfonctionnement des haut-parleurs persiste depuis près d'un mois selon les informations recueillies sur place. Ce problème perturbe les passagers et entraîne souvent des retards. Un incident récent rapporté à la radio publique africaine illustre cette problématique. Les passagers de la compagnie aérienne Rwandair ont failli manquer leur vol ce lundi, ignorant que les haut-parleurs ne fonctionnaient pas. Après avoir effectué les formalités d'enregistrement, ils se sont rendus dans la salle d'attente pensant être informés de l'embarquement par une annonce sonore. Après une longue attente, ils ont été surpris de voir des employés de Rwandair les chercher. L'avion était sur le point de décoller. C'est à ce moment-là qu'ils ont appris que les haut-parleurs étaient hors service. Ces passagers déplorent que ce problème éternise l'image du pays à l'échelle internationale, d'autant plus que l'aéroport international Melchior Ndadaye accueille de nombreux visiteurs. Ils exhortent la direction de l'aéroport à résoudre rapidement ce problème pour éviter de futures perturbations. À ce sujet, la rédaction de la RPA a contacté le directeur de l'aéroport international Melchior Ndadaye, Joël Nkurabagaya, mais en vain. Toujours en page gouvernance, les cultivateurs et plus spécialement ceux qui cultivent le maïs vont pouvoir souffler un ouf de soulagement. Et pour cause, le ministre ayant dans ses attributions l'agriculture a levé la mesure interdisant aux paysans de vendre leurs récoltes en dehors de la NAGESA. Dans un communiqué sorti ce 18 mars 2025, le ministre Dodico a donné le feu vert aux particuliers à condition de respecter le prix fixé par le gouvernement. Le point avec Josiane Mouzaneza. Le gouvernement du Burundi vient de fixer le prix d'achat du kilogramme de maïs comptant pour la saison culturale B. Comme ce fut le cas l'année dernière, le prix n'a pas varié d'un iota car il est resté à 1700 francs Burundi. Néanmoins, un léger mieux va se sentir au niveau des cultivateurs qui ne sont plus désormais tenus de vendre leurs récoltes au gouvernement. Comme on peut le lire dans un communiqué daté de ce 18 mars 2025, le ministre Prosper Dodico en charge de l'agriculture fait savoir que désormais, les privés pourront directement acheter le maïs chez le cultivateur à condition de se conformer au prix fixé par le gouvernement. Le même communiqué stipule qu'au cas où les commerçants ne seraient pas satisfaits du prix fixé par le gouvernement, Gitega s'engage à acheter toute la production au même prix. Pour clore ce communiqué, le ministre de l'Agriculture invite les cultivateurs à bien sécher leur maïs et à le conserver dans des sacs appropriés et si possible d'utiliser des produits permettant une bonne conservation afin de garder intacte leur saveur. Rappelons qu'avant cette mesure, les cultivateurs n'avaient pas le droit de vendre leur production au privé sans parler d'en faire la grillade, une mesure très décriée par les agriculteurs qu'il a trouvé injuste vu qu'il leur était interdit de profiter de ce pourquoi ils ont entraîné. Paille santé à présent, les primes de performance qui ne sont plus octroyées aux prestataires de soins seraient parmi les causes de la négligence dans la sensibilisation de lutte contre le VIH-Sida. Propos d'un médecin qui affirme que les jeunes sont actuellement menacés par la contamination de ce virus. Ce médecin indique également que la pauvreté et le fait que les jeunes ne voient plus les malades très affaiblis par ce virus les poussent à effectuer des rapports sexuels, même à risque. On l'écoute. Avant, on recevait des primes chaque mois. Actuellement, ils ne nous donnent plus ces primes. Seuls les directeurs en bénéficient et ils bâtissent leurs maisons. C'est-à-dire que les prestataires de soins ne sont pas motivés.
L'on s'occupe seulement du travail, mais il n'y a pas raison de se sacrifier. On ne peut pas se donner la peine de faire de l'éducation pour la santé, alors que cela n'est pas inclus dans nos missions. Il n'y a pas raison de le faire. Lorsque tu donnes des soins, tu te limites seulement à cette tâche. Avant, il existait le temps de l'éducation à la santé avant chaque activité. Par exemple, ceux qui sont chargés de donner des soins devraient passer d'abord aux séances de l'éducation à la santé, mais actuellement, ils ne le font plus. Même pour les malades hospitalisés, on les rejoignait dans les salles pour ces sensibilisations et c'est lui qui se sentait intéressé, on le prélevait pour le dépistage. La seule éducation à la santé disposée est celle de la planification familiale. Même les services de la prise en charge actuellement donnent seulement ces antirétroviraux. C'est seulement cela vraiment. Nous sommes dans une extrême pauvreté. On ne peut pas faire un travail qui ne te concerne pas, surtout qu'ils ne sont pas obligés de faire ces séances de l'éducation à la santé. Une autre cause à l'augmentation de ces effectifs de porteurs de VIH-Sida est que les jeunes boivent beaucoup de boissons alcoolisées et ils prennent aussi de la drogue. Ils ne sont pas donc conscients du danger. En plus de cela, ils ne voient plus les malades affaiblis par ce virus. kandi urumva ufata n'icyo kirimo cyo kubona yuko umengo umuntu asa neza ntabwo yoba arwaye nicyo kiratuma nyine abajene bandura kwera ibyo n'ibyo ni hatari urumva ari ubukene bwose nyine abantu bafite. Vous saurez que le rapport du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, sorti en 2024, indique que plus de 100 jeunes ont été contaminés par ce virus. RPA. Et place maintenant au mini-magazine Au cœur de la société, produit en synergie par les radios RPA, Ijwi Gabanyagihugu, Inzamba Gateka Kawe et la télévision Renaissance. Le magazine de ce mercredi 19 mars 2025 revient sur les préparatifs des prochaines élections. Au cœur de la société vous est présenté par Janvier Ninina Radoué. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi Gabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Au cœur de la société. En moins de 3 mois, il est organisé les élections au Burundi. Les premières sont les législatives et les communales qui sont prévues pour le 5 juin 2025. Les élections sénatoriales, quant à elles, sont organisées en seconde position pour le 23 juillet 2025. Quant aux collinaires et celles des chefs de quartier, elles sont prévues pour le 25 août 2025. Cependant, au fur et à mesure que l'on approche ce rendez-vous électoral, la tension commence à monter. Déjà, certains parmi les acteurs dans ces élections grognent. Leur droit de tenir des réunions avec leurs membres sont bafoués. La coalition Burundi Bwabose est jusque-là la principale victime d'une telle pratique. Elle a été entre autres à Karusi, c'était le 16 mars. Cela constitue visiblement un des exemples de violation de la liberté politique. Que viserait donc de telles violations? Peut-on espérer des élections libres, transparentes, équitables et démocratiques dans de tels contextes? Telles sont les questions auxquelles nous allons tenter d'apporter des réponses dans cette émission. Nous serons en compagnie de Madame Anita Gaterete, présidente de la campagne Tournons la page Burundi. À la présentation, vous êtes avec Jean-Denis Ninazé. Bienvenue. À la présentation, vous êtes avec Jean-Denis Ninazé. Comme je vous le disais tout à l'heure, alors que le Burundi se prépare aux élections législatives et communales de 2025, certains partis et coalitions politiques alertent sur la persistance de violations politiques sous diverses formes à travers le pays. Ils dénoncent notamment l'implication des autorités administratives et des jeunes Imbonerakure affiliés au parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui entravent leurs activités.
Les précisions avec Eddie Claude Nininaz. Un exemple récent de restriction politique s'est produit le dimanche 16 mars lorsque le gouverneur de la province de Karusi a décidé d'interdire une activité prévue par la coalition politique Burundi Bwose dans la capitale provinciale élargie de Gitega. Selon les membres de cette coalition, cette décision viole la loi car une note de demande d'autorisation avait été déposée depuis le 9 mars alors que la réglementation exige uniquement une déclaration 48 heures avant l'activité. Ils accusent ainsi le gouverneur de Karusi de vote Nizigimana d'outrepasser intentionnellement la législation en vigueur. Nous avons trouvé le gouverneur, la police et les Imbonerakure qui nous attendaient. En arrivant, nous avons constaté que la police avait saccagé les drapeaux. Nous avons trouvé le gouverneur en colère. Nous lui avons montré la lettre, mais il l'a rejetée tout en reconnaissant que le sceau apposé était bien le sien. Nous lui avons expliqué que nous avions le droit de tenir la réunion. Il a alors appelé le commissaire de police et l'administrateur communal qui ont prétendu ne pas être au courant. Pourtant, l'administrateur communal avait déjà apposé son cachet sur la lettre après avoir vu que le gouverneur l'avait signé. Cela montre clairement que le parti CNDD-FDD ne veut pas de concurrence. Le même jour, le parti d'opposition CNL a également vu l'une de ses activités interdites sur la colline Gatagura dans la commune d'Omhanda, province de Douanza. Ce membre affirme pourtant avoir rempli toutes les formalités requises et obtenu l'autorisation nécessaire. Il dénonce ainsi l'attitude arbitraire du chef de colline qui a annulé la réunion sans fournir de justification valable. Le parti CNL avait demandé de tenir une réunion et nous l'avons informé toutes les autorités. Toutefois, nous avons été surpris le même jour par l'interdiction de tenir cette réunion sans aucun motif. Par après, nous avons été signifiés que l'interdiction a été due au manque de sceau de l'administrateur. Nous avons été déstabilisés jusqu'au point d'annuler cette réunion. Nous demandons à toute personne de respecter la loi. Au cas où la réunion a été acceptée, le chef collinaire ne pouvait pas se donner le droit de l'interdire. Il fallait plutôt qu'il s'adresse à l'administrateur de la commune. Cela donc prouve des actes de déstabilisation des membres du parti CNL. Ces entraves aux activités politiques ne se limitent pas à Karusi et Bubanza. Dans plusieurs autres provinces, des témoignages font état d'intimidation et d'obstacles imposés aux membres des coalitions Burundi Bwose ainsi qu'au parti CNL et CDP. Lors des réunions organisées par la Commission électorale nationale indépendante CENI en vue des prochaines élections, les responsables des partis ne cessent de dénoncer les violations des lois dans le processus électoral, que ce soit dans le sabotage des activités des partis politiques ou dans les bases légales sur lesquelles la CENI s'appuie pour prendre des décisions. Cependant, ces préoccupations semblent être ignorées par la CENI. Les Burundais ne devaient pas s'attendre à beaucoup de choses dans les élections à venir si les conditions dans lesquelles elles vont se dérouler ne changent pas ou encore lorsque les préoccupations majeures restent l'insécurité et la pauvreté. À part ces défis, il s'ajoute une exclusion notoire des membres des partis de l'opposition, un signe de plus qui prouve que ces élections ne visent pas l'intérêt national, mais plutôt une partie des Burundis. Suivez Anita Gatelete, elle est présidente de la campagne Tournons la page. Les élections de juin 2025 vont se dérouler dans un contexte qui n'est pas vraiment propice. Le pays connaît déjà de nombreux autres problèmes, notamment la pauvreté. Les élections semblent se préparer dans l'ombre parce que le Burundi ne suit pas actuellement le processus convenablement. Il existe d'autres sérieux problèmes de pauvreté, comme le manque de carburant et aussi d'inquiétudes liées à la sécurité à raison du conflit à l'est du Congo. Je trouve que le Burundi risque de se retrouver dans un plan déjà élaboré à l'avance par le parti au pouvoir, qui fera du parti au pouvoir le vainqueur, étant donné qu'il y a déjà l'intimidation et l'harcèlement à l'endroit de toute voix discordante au Burundi. Donc, ça se déroule vraiment dans un contexte de verrouillage de l'espace démocratique. C'est préoccupant au moment où la CENI a été mise en place d'une façon unilatérale au regard de sa composition qui est dominée principalement par des membres du parti au pouvoir. C'est ainsi qu'on a vu par exemple que la CENI a rejeté des candidatures de plusieurs partis dans les prochaines scrutins comme celle de la coalition Burundi Bwose. Donc, au regard de l'exclusion des listes de la coalition Burundi Bwose,
ça reflète un manque d'impartialité et de transparence dans le processus électoral à venir. Il s'est aussi remarqué que certaines commissions électorales locales étaient accusées de manipulation et d'irrégularité telles que l'inclusion des personnes non éligibles sur les listes électorales. Tourne la page, Sodi également préoccupé par la complaisance de la Commission électorale nationale indépendante CENI face à ces exclusions signalées dans plusieurs coins du pays. Anita Gateretse exhorte la CENI et le gouvernement de mettre en avant l'intérêt national au lieu de favoriser l'intérêt d'une partie des Burundais. Il faut s'assurer que la CENI soit véritablement indépendante avec une composition équilibrée, incluant toutes les parties prenantes, que ce soit de l'opposition, de la société civile, mais aussi éviter qu'il y ait des ingérences politiques dans les décisions qui sont prises par la CENI, mais aussi dans son fonctionnement. Il faut aussi s'assurer que dans la transparence, dans le recrutement et la nomination des membres de la CENI. Mais aussi à l'endroit du pouvoir, il faut veiller à ce qu'il y ait une révision et application rigoureuse du cadre légal afin d'avoir un cadre vraiment juridique qui est clair et équitable pour tous les candidats et toutes les parties de l'opposition, mais aussi veiller à assurer une application impartiale de la loi électorale et sans favoritisme. Pour apaiser la tension, le parti au pouvoir devrait servir les intérêts de tout le monde, veiller à ce que même ses concurrents, les partis politiques et de l'opposition puissent participer sereinement à ce processus électoral afin de garantir effectivement qu'il y ait de l'équité mais aussi de la démocratie. Sinon, on va toujours observer qu'il y aura des cycles de crise politique qui ne seront pas résolus comme on l'a vu avec la crise politique de 2015 dont même actuellement nous vivons dans ces conséquences puisque la crise politique n'est pas encore résolue. Par rapport à cette réaction de Mme Anita Gateretse, nous avions voulu recueillir la réaction de la CENI à travers le président de cette commission, Prosper Naouami, mais malheureusement il nous a dit qu'il était encore pris par d'autres engagements. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est par ici que nous clôturons l'émission Au cœur de la société de ce mercredi 19 mars 2025. Merci pour votre aimable écoute. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Voilà, chers auditeurs de la République africaine, c'est par ce mini-magazine Au cœur de la société que le journal de ce 19 mars 2025 se termine. Merci pour votre écoute. Je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remécha. Je vous souhaite une excellente soirée.